Bienvenue dans le débat consacré au renforcement de l'alliance de défense entre les États-Unis et le Japon face à la Chine. En visite d'État à Washington, le Premier ministre japonais s'est exprimé devant les deux chambres au Congrès où il a évoqué la menace chinoise et la nécessité pour les États-Unis de continuer à jouer un rôle de leadership dans le monde. Hier, Joe Biden et Fumio Kishida ont manifesté leur ferme opposition à toute tentative de la Chine de modifier unilatéralement le statu quo par la force ou la coercition en mer de Chine orientale. S'ajoute au renforcement de cette alliance américano-japonaise les Philippines, avec l'arrivée à Washington du président Ferdinand Marcos Jr., le chef de l'État philippin qui participe à un sommet trilatéral inédit avec les États-Unis et le Japon. L'objectif, là encore, est de lancer un signal à la Chine sur fond de très vives tensions entre Pékin et Manille. La Chine a réagi. Pékin estime avoir été diffamée et attaquée, dit-elle, par l'accord américano-nippon. Alors on va revenir sur ces alliances en mer de Chine. Un tel rapprochement finalement avec l'allié américain, est-ce un tournant pour le Japon? La Chine est-elle directement visée? Ces alliances sont-elles défensives ou offensives? On en parle avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jean-Yves Collin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert Asie du Nord à l'Asia Centre. Bienvenue à vous. Merci. Nous avons par Skype Pascal Boniface, bonsoir, directeur et fondateur de l'IRIS, auteur de 50 idées reçues sur l'état du monde, et c'est aux éditions Armand Collin. Merci d'être avec nous, Pascal Boniface. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose d'écouter Fumio Kishida, le Premier ministre japonais. C'était il y a quelques instants devant le Congrès américain. On l'écoute. Comme je le dis si souvent, l'Ukraine d'aujourd'hui pourrait être l'Asie de l'Est de demain. Direction Washington, tout de suite, on retrouve Mathieu Mabin, notre correspondant. Mathieu, vous avez suivi ce discours très intéressant du Premier ministre japonais au Congrès, un discours en anglais de la part du Premier ministre japonais. Et puis, on a vu Kamala Harris très joyeuse et l'applaudissant justement lorsqu'il a dit « l'Ukraine aujourd'hui, c'est l'Asie de l'Est demain ». Et on a vu en revanche le speaker de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson, plutôt sombre. Comment l'interpréter? Est-ce que finalement le Japon redouterait un retour de Donald Trump? En tout cas, il y a une différence très nette entre le républicain et la démocrate. Mathieu, on ne vous entend pas. Malheureusement, on a un problème de liaison avec vous. J'en suis désolée. On essaie de vous reprendre dans quelques minutes. Jean-Yves Collin, un mot peut-être justement là-dessus. Est-ce que finalement, le Premier ministre japonais redouterait un retour de Trump? Oui, je pense qu'au Japon, comme ailleurs, on redoute un retour de Trump. Alors, dans le passé, l'ancien Premier ministre Shinzo Abe avait établi une relation relativement équilibrée avec Donald Trump. Et ça s'était, si j'ose dire, bien passé. Mais la suite, ça a été la retraite de l'Afghanistan, les difficultés du Congrès, au sein du Congrès américain. Donc tout ça a créé un contexte qui n'est pas rassurant du point de vue des Japonais. Et en ça, cette visite est très intéressante parce que d'abord, c'est une visite d'État. C'est la première depuis celle qui avait été consacrée pour Shinzo Abe en 2015. Deuxièmement, le Japon... C'était avec Barack Obama à l'époque, en 2015. Oui, et c'est une visite dans laquelle le Japon cherche à trouver un rôle qui est celui d'une sorte d'intermédiaire. Il a utilisé dans son discours le terme de shipmate, qu'on pourrait traduire par copilote. Et en fait, il essaie de jouer un rôle dans la création d'un réseau, si j'ose dire. Il y a eu l'année dernière une trilatérale avec la Corée. Cette année, il y a une trilatérale avec les Philippines. Le Japon entretient d'excellentes relations avec le Vietnam et l'Inde. Il y a des accords qui ont été passés dans le cadre, disons... Et tout ça, ça vise la Chine, tous ces accords? Je dirais à la fois, ils visent la Chine, mais aussi la Corée du Nord. Parce que pour le Japon, il y a trois menaces. Il y a la Chine, il y a la Corée du Nord, et dans une moindre mesure, il y a le problème rémanent des Kourils du Nord, ou du Sud du point de vue russe, du point de vue du japonais, des territoires du Nord. Pascal Boniface, lorsqu'il dit justement, le Premier ministre japonais, l'Ukraine pourra être demain l'Asie de l'Est, on m'informe à l'instant que vous avez disparu de l'antenne, donc je vais rester pour l'instant donc avec Jean-Yves Collin. Sur justement, l'Ukraine pourra être demain l'Asie de l'Est. C'est quand même une phrase très forte, ça veut dire... Oui, c'est un discours qui peut être compris d'une manière différente à Tokyo et à Washington. À Tokyo, c'est un discours qui permet à M. Kishida
de pousser à l'adhésion à la nouvelle politique de défense du Japon. Comme vous le savez, le Japon était un pays, disons, pacifiste, éventuellement un peu neutraliste, et cherchait à pratiquer la paix à travers le commerce. L'apport de Shinzo Abe a été très important parce qu'il a un peu contre la volonté des Japonais, il leur a fait prendre conscience des risques qui entouraient le Japon. Ça, c'était déjà en 2015 à l'époque. Oui, de 2012 à 2020, il a réussi cette affaire. Et maintenant, en 2019, M. Kishida a indiqué qu'il allait doubler le budget du ministère de la Défense et des gardes-côtes. Donc là, c'est un tournant pour le Japon. C'est un tournant progressif dire... avec plusieurs étapes. Celle-ci est importante. Et ce tournant, c'est ce rapprochement, en particulier dans la défense avec les États-Unis. Et c'est aussi ce changement de doctrine. Il y a des tas d'accords qui sont conclus et qui touchent des domaines très variés, pas simplement la défense. Je cite, il y a 2 projets, par exemple, dans l'intelligence artificielle, financés par des entreprises américaines comme Microsoft, Amazon, Nvidia, et qui sont faits avec des universités japonaises, Keio dans un cas, Tsukuba dans l'autre, et des universités américaines. Donc il y a des tas d'accords, et il y a aussi cette extension du pilier 2 de l'accord AUKUS pour permettre des équipements de défense. L'accord AUKUS, donc avec l'Australie. Oui, l'Australie, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Les États-Unis, voilà. Et le Japon pourrait peut-être y participer. Le Japon ne participera pas au pilier 1, comme le Japon, si je veux dire, n'est pas membre de l'OTAN ou membre du Quad, mais il s'efforce d'être indispensable dans toutes ces organisations. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce discours, il a demandé aux États-Unis de conserver un rôle de leadership dans le monde, le Premier ministre japonais, dans ce nouvel ordre mondial. C'est un peu ce qu'il a dit. Parce que le Japon ne peut pas, de son point de vue, ne peut pas assumer ce rôle-là. Il peut au mieux assumer un rôle de copilote. Vous savez, le Japon était souvent défini comme un porte-avions, le plus grand porte-avions américain dans le Pacifique. L'appellation était un peu perçue négativement au Japon. C'est plus qu'un porte-avions maintenant. C'est un élément clé, un rôle pivot dans la relation des États-Unis avec les pays d'Asie, dans un contexte en plus où les États-Unis ne sont plus complètement au cœur des préoccupations de tout le monde. D'où justement l'intérêt, lorsqu'il dit, le Premier ministre japonais, devant les membres du Congrès, que les États-Unis doivent garder un rôle pivot. Oui, là, on sent qu'il ne souhaite pas justement que les États-Unis soient isolationnistes. Il ne souhaite pas des États-Unis isolationnistes du tout. On va écouter Joe Biden, justement, juste après qu'ils aient renforcé cette alliance entre le Japon et les États-Unis. N'a jamais été aussi forte dans toute notre histoire. Au cours des 3 dernières années, le partenariat entre le Japon et les États-Unis s'est transformé en un véritable partenariat mondial. Les accords de défense, un véritable partenariat, Jean-Yves Collin, dit Joe Biden. Donc là, est-ce qu'on peut dire que ce sont des alliances plutôt défensives ou offensives à l'égard de la Chine ? Parce que c'est quand même la Chine et la Corée du Nord, vous l'avez dit, ce sont les 2 pays qui sont visés par ces alliances. Du point de vue du Japon, c'est clairement défensif. Le Japon n'a aucune intention d'être agresseur dans cette zone du monde. Et il fait très attention à ça parce que pour beaucoup de pays, y compris en Asie du Sud-Est, les Chinois utilisent aussi beaucoup cette thématique, il y a un fond d'anti-japonisme qui revient extrêmement aisément. Donc la politique du Japon, c'est d'être un pays pacifique et qui garantit un Indo-Pacifique libre, ouvert, régi par les règles de droit. C'est une thématique qui est constamment répétée par Kishida au cours de ses rencontres internationales, au cours de ses interviews. C'est pour dire, l'important, c'est de préserver l'organisation actuelle et de ne pas laisser d'autres la déstabiliser. Mais il voit bien la Chine beaucoup plus comme une menace aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est une puissance militaire plus importante ? Parce que c'est une puissance militaire, c'est une puissance économique, et il faut aussi se rappeler que parfois la Chine joue un rôle un peu obscur sur les îles Senkaku, avec des tentations de dire les îles Senkaku, elles sont à nous, en fait. Et donc ça, ce sont les îles que se disputent la Chine et le Japon. Et le Japon, oui, qui sont en principe japonaises depuis la fin du XIXe siècle. Et il y a plusieurs zones maritimes comme ça où il y a oui. Et c'est pour ça, des archipels. Et c'est pour ça, je pense que le Japon tient beaucoup à ce qu'on préserve la souveraineté des petites îles
ou des grandes îles comme Taïwan, et qu'on ne laisse pas, je dirais, une forme de grignotage se faire de la part de la Chine. La Chine qui a bien sûr réagi après cet accord entre les États-Unis et le Japon. On va écouter la porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois. Les États-Unis et le Japon, au mépris des graves préoccupations de la Chine, ont diffamé et attaqué la Chine sur Taïwan et les questions maritimes. Ils se sont immiscés de manière éhontée dans les affaires intérieures de la Chine, en violation grave des normes fondamentales qui régissent les relations internationales. La Chine est très mécontente et fermement opposée à cela, et l'a solennellement notifié aux parties concernées. Les relations entre les États-Unis et le Japon ne doivent pas viser ou nuire aux intérêts d'autres pays, ni compromettre la paix et la stabilité régionale. La Chine qui estime avoir été diffamée et attaquée par ce partenariat entre les États-Unis et le Japon. Est-ce que, Jean-Yves Collin, est-ce que ce type d'accord la rend plus agressive ou au contraire, est-ce qu'il va véritablement jouer un rôle de dissuasion ? Bien, je pense que ça joue plutôt un rôle de dissuasion et que la Chine continuera à avoir un ton, je dirais, très guerrier, d'une certaine façon, dans ses déclarations. Il n'y a rien de très surprenant dans les propos de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois. Et ça n'empêche d'ailleurs pas les relations entre la Chine et le Japon de continuer. Il y a un projet de rencontre Xi-Kishida qui évolue au fil des semaines, des mois, de la même manière qu'il y a un projet de rencontre entre Kim Jong-un et Kishida qui n'avance pas beaucoup, mais qui n'est pas mort en quelque sorte. Pascal Boniface, on me dit que vous êtes avec nous maintenant justement pour vous faire réagir sur cette réaction de la Chine. Est-ce que cet accord de défense, de renforcement donc de défense militaire entre les États-Unis et le Japon entraîne plutôt plus d'agressivité du côté de la Chine ou au contraire joue un rôle de dissuasion ? Je crois que vous ne m'entendez pas, Pascal Boniface. Décidément, on a un petit problème de son ce soir. Désolé, je vous ai déjà posé cette question. On va voir ces images d'ailleurs intéressantes de Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe qui était en Chine avant-hier. La Russie qui souhaite renforcer la coopération stratégique avec la Chine. Jean-Yves Collin, est-ce que c'est aussi pour faire face à cette alliance Russie-Chine qu'il y a ce renforcement de la défense des alliances militaires entre les États-Unis, le Japon et les Philippines aussi d'ailleurs? D'abord, les Japonais, que ce soit les dirigeants ou l'opinion publique, n'ont jamais eu une grande confiance dans le monde russe. Ils gardent un souvenir très lointain des volontés russes de pénétrer la Corée, de descendre vers le Pacifique. Il y a cette occupation illégale des territoires du Nord par la Russie. Et récemment, ce qui me semble les inquiéter encore plus, c'est les accords qui ont été signés, ou qui n'ont pas été signés, je ne sais pas trop, entre la Russie et la Corée du Nord en termes de livraison de matériel et d'échange de technologies. Oui, d'ailleurs, ça reste obscur. C'est tout à fait obscur. Ce que contiennent ces accords. Je pense qu'ils sont moins inquiets des rapports entre la Chine et la Russie parce qu'ils savent qu'au fond, il y a un déséquilibre en faveur de la Chine dans ces rapports. Et donc, ils pensent, je pense intuitivement, qu'en discutant avec les Chinois, ils trouveront un accord ou un équilibre, alors qu'ils sont davantage inquiets du caractère apparemment irrationnel du grand leader nord-coréen et du fait que la Russie renforce sa capacité militaire. Mathieu Mabin, on me dit qu'on vous entend maintenant, vous êtes à Washington. Vous avez suivi justement ce discours du Premier ministre japonais au Congrès. C'est ce que je disais il y a un instant, qu'on avait vraiment l'impression d'une différence entre la réaction des démocrates, et en particulier de Kamala Harris, qui a applaudi justement ce discours, et celle de Mike Johnson, le speaker républicain, plus isolationniste probablement. Oui, je vais faire très court, Stéphanie, pour que vous ne reteniez que l'essentiel. Ce qu'on vient de voir en début de votre émission résume en réalité parfaitement le paradoxe américain du moment, avec, vous l'avez dit, un Mike Johnson qui porte directement la responsabilité du blocage de l'aide financière à l'Ukraine et Kamala Harris qui, évidemment, incarne la volonté de la Maison-Blanche de contribuer activement, ou en tout cas financièrement, à défaire le projet de Vladimir Poutine en Ukraine. Mais pourquoi est-ce qu'on parle d'Ukraine ? Eh bien, écoutez, c'était le plus intéressant de l'intervention du Premier ministre japonais, ce rappel essentiel formulé par le Premier ministre du Japon. La Chine
observe au moment où nous parlons les soutiens de l'Ukraine et analyse action après déclaration la capacité de l'Europe et des États-Unis à agir de concert pour préserver ce fragile équilibre mondial post-guerre froide. En clair, si les États-Unis et l'Europe sont incapables de faire en sorte que l'Ukraine recouvre la totalité de son territoire, l'impuissance de la coalition sera actée. Et alors, il deviendra raisonnable de redouter une intervention chinoise à Taïwan cette fois. La connexion est directe. En tout cas, elle est directe pour Joe Biden et un sentiment qui est largement partagé par le Premier ministre japonais. C'est en tout cas ce que martèlent également les généraux du Pentagone jusqu'à murmurer à l'oreille du président Biden que, quel qu'en soit le prix, il ne faut pas laisser tomber l'Ukraine, mais au contraire utiliser ce champ de bataille lointain pour rappeler au monde, et en particulier à la Chine, bien sûr, que Washington n'est pas prête à regarder Pékin et encore moins la Russie, l'Iran ou la Corée du Nord changer la donne de l'équilibre mondial. Merci Mathieu Babar en direct de Washington. Merci beaucoup Jean-Yves Collin d'avoir participé à ce mini-débat. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous le retrouvez sur les réseaux sociaux, ce débat. Restez avec nous.